Le groupe de la Banque mondiale a passé en revue avec le Togo ses projets et programmes en ligne avec la feuille de route du gouvernement de 2020 à 2025. Ce passage en revue s'inscrit dans le cadre du suivi rapproché que fait le groupe de la Banque mondiale pour s'assurer de la situation des projets déjà exécutés, ceux en cours d'exécution et ceux à venir. Quant aux projets et programmes déjà exécutés, la Banque mondiale et le Togo ont examiné ensemble leur exécution physique et financière. Quant aux projets en cours et ceux à venir, les deux parties se sont penchées sur les contraintes existantes et ont réfléchi sur les approches de solutions pouvant donner un coup d'accélérateur aux 10 projets et programmes. Le groupe de la Banque mondiale, dans le compte de la feuille de route du gouvernement, soutient le pays dans 4 secteurs. Il s'agit des infrastructures, le développement durable, le développement humain, puis l'économie et la compétitivité. Depuis 2017, le Togo a connu une augmentation significative du soutien de la Banque mondiale. De 174 millions de dollars américains en 2017, le financement de la Banque mondiale est passé à 1,21 milliard de dollars américains en 2024. Par ailleurs, l'institution de Bretton Woods a signé un nouveau partenariat avec le pays. Partenariat qui couvrira de 2025 à 2029 en vue de soutenir l'agriculture, l'énergie, la connectivité et le développement des villes secondaires. Les incursions terroristes dans le Sahel et en expansion vers les pays côtiers continuent de menacer la sécurité intérieure de chaque État en Afrique de l'Ouest et celle de la sous-région dans son ensemble. Pour renforcer la sécurité de la zone menacée, les pays avaient décidé de mettre ensemble toutes leurs capacités afin de mener un combat efficace contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Dans ce sens, les pays de la sous-région avaient opté pour une interconnexion des systèmes d'information douanière afin de se partager les informations en lien avec la sécurité à l'entrée et à la sortie de chaque pays. En juillet dernier, à Niamey au Niger, le Togo a adhéré à la vision de l'Alliance des États du Sahel, AES. 2 mois après la signature de ce protocole d'accord et du document relatif à l'institution cadre sur l'interconnexion des systèmes d'information entre les différentes administrations douanières des 4 pays, l'heure est au bilan. Ce bilan fait l'objet d'une rencontre à Lomé ce mardi. Ce premier bilan mettra en lumière toutes les forces de cette coopération, mais aussi les failles en ce qui concerne chaque administration douanière dans les pays couverts par le protocole afin de mieux orienter la coopération en matière douanière. En dehors de l'aspect sécuritaire, cette collaboration douanière permet aux pays de l'Hinterland de bénéficier des services portuaires du Togo, assurer la traçabilité des produits pour lutter contre la contrefaçon et les produits illicites. Selon les autorités togolaises, ce protocole d'interconnexion douanière a fait augmenter les échanges du pays avec l'Alliance des États du Sahel. L'agriculture représente plus de 40% du PIB togolais et occupe près de 65% de sa population active. Et dans le secteur, les cultures vivrières représentent 70% de l'ensemble de la production. Destinés à la consommation locale et nationale, ces produits qui sont entre autres le maïs, le riz, le sorgho ou encore les tubercules assurent des revenus non négligeables au pays du fait de la demande permanente. Selon des chiffres de la Banque mondiale sur les productions dans le secteur agricole au Togo, il est démontré qu'entre 2021 et 2023, la production vivrière a pris le dessus, passant de 6,7 millions de tonnes à 6,76 millions de tonnes. Dans les détails, la production des tubercules, notamment la production du manioc et de l'igname, a connu une hausse. Ainsi, leur production passe de 1,2 million de tonnes en 2021 à 1,31 million de tonnes en 2023 pour le manioc, puis 1,5 million de tonnes pour l'igname. Du côté des céréales, l'on note également une croissance dans la production. Le maïs affiche une augmentation importante quittant 900 000 tonnes en 2021 pour atteindre 1 million de tonnes en 2 ans. D'autres céréales comme le sorgho, le mil ou encore le riz ont progressé de façon modeste. Le gouvernement zimbabwéen versera ce mois-ci 20 millions de dollars aux agriculteurs blancs étrangers et aux fermiers noirs locaux ayant perdu leurs terres lors des saisies sous le régime de Robert Mugabe. Des agriculteurs étrangers de pays tels que la Belgique et l'Allemagne ainsi que 400 fermiers noirs zimbabwéens seront indemnisés
Un programme plus vaste de 3,5 milliards de dollars pour 4000 agriculteurs blancs zimbabwéens, annoncé en 2020, reste bloqué faute de fonds. Le président Emmerson Mnangagwa tente de rétablir des relations avec les pays occidentaux pour résoudre la dette extérieure du Zimbabwe, qui s'élève à 12 milliards de dollars. Le pays est en quête d'un programme du FMI pour alléger sa dette, tandis qu'une mission du FMI doit se rendre à Harare dans 2 semaines. La situation économique du Zimbabwe est encore compliquée par son exclusion du système financier mondial depuis plus de 20 ans. À quelques heures de l'élection présidentielle tunisienne du 6 octobre, les analystes se demandent si le président sortant Kais Saied peut obtenir un second mandat. Avec plusieurs de ses principaux opposants emprisonnés ou exclus du scrutin, il semblerait qu'il y ait peu d'obstacles sur la route de sa réélection. Il y en a qui pensent qu'il peut y avoir un scénario caboné, c'est-à-dire de coup d'État, notamment d'opposition, qui un peu se réfugie derrière cet espoir-là, une armée qui aurait la raison d'État et qui empêcherait le président de continuer à faire un autre mandat ou qui radicaliserait son programme avec tout ce qui s'ensuit, et les autres qui pensent que peut-être Zamel pourra sortir de prison, ce qui ferait le scénario sénégalais, où on a vu un candidat à la présidence qui était emprisonné et qui est sorti. Si les 2 dernières élections en Tunisie ont été décrites par les observateurs internationaux comme respectueuses des normes démocratiques, une série d'arrestations et de mesures prises par l'autorité électorale nommée par Kais Saied suscite des doutes quant à la liberté et à l'équité de la course de cette année. Les partisans du président pensent que c'est le moment clé parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contre le président, qui n'ont rien compris, qui sont des comploteurs et qu'il faut avancer et que cette étape électorale va redonner un sang nouveau au chef de l'État pour mettre en place son projet et libérer le pays de finalement une forme de domination occidentale et une domination du milieu des affaires et de la corruption et des corrompus au sein des institutions. Il s'agit de la 3e élection en Tunisie depuis que les manifestations du printemps arabe ont conduit notamment à l'éviction du président Zine El Abidine Ben Ali en 2011. La Cour pénale internationale a annoncé vendredi la publication de mandats d'arrêt visant 6 Libyens soupçonnés d'appartenir à un gang meurtrier accusé de crimes de guerre qui, entre 2015 et 2020, a terrorisé les habitants de Tarhouna, une ville située à 80 km au sud-est de Tripoli. Le procureur de la CPI, Karim Khan, a précisé que 3 des suspects étaient des membres influents de la milice El-Kahani, responsable d'exécutions et de massacres de familles d'opposants. La milice El-Kahani, qui a émergé après la chute de Kadhafi en 2011, est devenue un symbole des atrocités commises par des gangs en Libye. Après l'échec des forces pro-Haftar à Tarhouna en juin 2020, des dizaines de charniers avaient été découverts, suscitant l'indignation. Human Rights Watch a estimé qu'au moins 338 personnes ont disparu pendant le règne de la milice El-Kahani. La France accueille le 19e sommet de la francophonie. Emmanuel Macron a mis en avant les valeurs partagées du monde francophone pour gérer les conflits mondiaux. S'adressant à plus de 80 délégations, le président français a souligné l'importance de protéger la souveraineté de l'Ukraine face à l'agression russe et d'aboutir à une solution durable au conflit israélo-palestinien. Nous portons en nous ces valeurs humanistes qui nous appellent aux côtés de tous nos frères dans l'espace francophone et ailleurs, aux besoins d'assistance, et demandons instamment à ce que l'espace humanitaire et la population civile soient protégés partout et tout le temps. Le sommet qui a débuté à la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts se poursuivra jusqu'au 5 octobre au Grand Palais à Paris. Le thème de cette année est créer, innover et entreprendre en français. Le bilan pourrait s'alourdir à mesure que les secours atteignent les villages touchés. Au moins 14 personnes sont mortes en Bosnie-Herzégovine ce vendredi dans des inondations causées par de fortes pluies qui se sont abattues sur le centre du pays ces 24 dernières heures. Plusieurs glissements de terrain ont également été signalés, en particulier à Jablanica, à environ 70 km au sud-ouest de Sarajevo. Cette ville de 4000 habitants, située près du lac artificiel du même nom, est coupée du monde depuis vendredi matin.
Pompiers, police et services publics sont mobilisés, mais une aide supplémentaire est nécessaire, selon la protection civile. Face à l'ampleur de la catastrophe, Sarajevo a déclaré l'état d'urgence. De fortes pluies et des vents violents ont également été signalés en Croatie voisine, où plusieurs routes ont été fermées. La capitale Zagreb se prépare à la crue de la rivière Sava. La situation est similaire en Slovénie, où de fortes pluies ont fait déborder 3 rivières. C'est un incident survenu lors de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans en Colombie le 11 septembre dernier, qui vaut à Samuel Eto'o d'être sanctionné par la Fédération internationale de football. Le président de la Fédération camerounaise de football a été jugé coupable de comportements offensifs, de violation des principes du fair play et de mauvaise conduite des officiels selon la FIFA. L'ex-buteur du FC Barcelone a écopé de 6 mois d'interdiction d'assister à quelques matchs que ce soit de l'équipe nationale du Cameroun. La FIFA n'a pas précisé les détails de ce qui s'est passé lors de cette 8e de finale que le Brésil a remporté 3-1 contre le Cameroun après prolongation. Mais Eto'o et la délégation camerounaise auraient moyennement apprécié la décision arbitrale d'octroyer un pénalty qui avait permis au Brésil d'égaliser lors de cette rencontre. Eto'o n'assistera donc pas à des matchs essentiels du Cameroun en qualification pour le Mondial 2026 et la CAN 2025.